le témoignage qu'on peut vous apporter maintenant n'est pas du tout du même niveau d'analyse que ce qui vient d'être présenté. Hein. C'est beaucoup plus pragmatique et opérationnel. Donc, je vais vous parler des 2 captages d'eau potable de la commune de Saint-Yvi. Donc, la commune de Saint-Yvi, en fait, vous l'avez à peu près en violet là-bas. Donc, en fait, on est au sud du département du Finistère. Bon, je pense que vous êtes plutôt breton, mais pas tous, si j'ai compris. Donc, on est au sud du département du Finistère. Vous avez à peu près Concarneau qui se trouve ici, hein, la baie de la Forêt. Vous avez Concarneau qui se trouve ici. Et donc Saint-Yvi est à cheval en fait sur le bassin versant de la baie de la Forêt, qui est un bassin versant algues vertes. Donc la commune est à cheval sur 2 bassins versants, celui-ci, celui dont je viens de parler, et celui de l'Audet, hein, qui en fait se jette, c'est-à-dire tout le bassin versant ici se jette ici, au niveau de l'Audet, au niveau de Bénodet. Quimper est à peu près situé ici. Donc il se trouve que sur la commune de Saint-Yvi, nous sommes en régie municipale par rapport à l'adduction d'eau et à l'assainissement. C'est un choix historique, hein, donc qu'on continue d'assumer. Nous avons 2 captages souterrains pour l'adduction d'eau pour l'eau potable. Alors un qui est, on va le voir en fait, à 46 mètres de profondeur et un autre qui est un peu plus profond. Donc ce sont des captages souterrains. Je ne veux pas généraliser ce qu'on va dire, je veux être précis sur nos conditions à nous, dans notre contexte local. Donc ce sont 2 captages souterrains, ce ne sont pas des prises d'eau en rivière avec donc, des profondeurs de captage qui sont assez importantes. Au début des années 90, donc fin des années 80, début des années 90, en fait, on avait des dépassements réguliers de la norme de 50 mg par litre au captage de Stanglingeneck qui se trouve à peu près ici. Donc Stanglingeneck. Les élus de l'époque, Jean-René en faisait partie, ont cherché en fait à diversifier, on va dire, la ressource et à trouver un nouveau captage sur la commune. Et après pas mal de travail de prospection et de concertation, donc ça a duré à peu près 4 ans, il a été mis en place un nouveau captage au niveau de Trévinec, qui est ici, à l'autre bout de la commune, toujours sur le même bassin versant. Donc voilà, un problème, dépassement de nitrate, solution un peu classique. Soit on essayait de faire baisser le taux de 50 mg par litre rapidement, mais je pense que les élus de l'époque se doutaient que ce ne serait pas très facile. Soit recherche de diversification, et cette diversification a été trouvée relativement rapidement, et un captage qui produisait en quantité, parce que c'est évidemment important, et avec un taux de nitrate qui était à l'époque autour de 25 mg par litre, c'est ça à peu près 27 mg par litre à l'époque. Les 2 captages, le plus ancien, donc celui qui était en dépassement, c'est celui-ci, donc c'est juste pour que vous le voyez, parce que je vais y revenir après. Le périmètre immédiat est ici, le périmètre rapproché en A est ici, et puis donc, les périmètres un peu plus éloignés, B, sont de part et d'autre. Voilà, il y a même un petit bout qui est ici. Donc ça, c'est celui qui était en dépassement de plus de 50 mg par litre. Le nouveau captage, donc celui de Trévinec, le point de captage est ici, le périmètre rapproché A est ici, et puis donc le périmètre éloigné B, qui est donc exploité essentiellement par Jean-René, se trouve ici. Juste un point, sur ces 2 captages, il y avait déjà une certaine surface qui était boisée. Il y avait une partie qui était boisée, et donc l'action de la commune a été d'acquérir tous les terrains en périmètre rapproché. Hop là, pardon. D'acquérir grosso modo tous les terrains en périmètre rapproché, et puis de compléter le boisement. Il y avait des programmes à l'époque de subvention, hein. Je pense que ça a été un élément assez important aussi dans la décision de mes prédécesseurs d'aller là, parce qu'il y avait une politique incitative de la part de l'État avec l'ONF pour aller sur le boisement des captages. Trévinec a trouvé son aboutissement, si j'ose dire, la protection du captage a trouvé son aboutissement en 1995, avec un arrêté préfectoral donc, qui date de 1995. Je pense que c'était vraiment un des tout premiers dans le département du Finistère. Le foncier a été acquis, comme je vous l'ai dit, boisé partiellement, et donc pour Trévinec, l'exploitation du périmètre rapproché B se fait par un éleveur en bio. Le captage de Stanglingeneck, celui qui était en dépassement, même chose. Alors l'arrêté doit dater de 96, un an après. Mais c'est à peu près les mêmes conditions.
Les restrictions, entre guillemets, sur les pratiques agricoles conventionnelles sont faibles. Enfin, il y a finalement dans l'arrêté municipal assez peu de contraintes particulières sur le mode d'exploitation, que ce soit du point de vue de la fertilisation ou de la protection phytosanitaire ou d'un certain nombre de choses. Finalement, les exploitants peuvent continuer d'exploiter, je dirais, de manière tout à fait classique. On a fait, mais tout récemment, vous voyez, un suivi agronomique sur 3 ans, de 2010 à 2012. Donc on a eu les résultats de la 3e année là. Ce suivi agronomique, normalement, on est censé le faire, toutes les collectivités qui ont des captages sont censées le faire dans les 3 années qui suivent la mise en place de l'arrêté. Je serais curieux de savoir combien l'on fait dans les faits. Nous, en tout cas, en l'occurrence, on ne l'avait pas fait sur le captage de Stanglingeneck. Et donc, ça nous a été... On a eu un espèce d'audit de nos 2 captages par les services de l'État, par la DAS, ça s'appelait encore la DAS, il y a 3-4 ans. Et donc, les 2 captages ont fait l'objet d'un audit très, très pointu, sur la base de l'arrêté, de ce qu'on était censé faire. Donc, est-ce qu'on le faisait, est-ce qu'on ne le faisait pas. Et un plan d'action derrière, qui nous arrivait 1 an à peu près. Et donc, on nous a dit, voilà ce que vous devriez faire. Et on a suivi scrupuleusement ce qu'on nous demandait, dont ce suivi agronomique, donc qui arrive en 3e année, qui a porté sur les 2 captages. La situation, maintenant, si on regarde un peu en rétrospective, alors là, je suis encore sur une période, vous voyez, qui va de 93 à 2008. Globalement, vous avez donc le captage de Stanglingeneck qui est ici. Donc, comme je vous le disais, au début des années 90, on était encore à plus de 50 mg par litre, et même on était pas très loin des 60. Pour une raison que je ne peux pas vous expliquer pour le moment, en tout cas, il y a eu une année, je ne sais plus exactement à laquelle ça correspond, on s'est retrouvé en moyenne à 40. Mais globalement, voilà, on est sur un captage qui, jusqu'en 2008, était entre 40 et 50. Donc il y a bien eu une baisse, avec la mise en place du captage de Stanglingeneck, il y a bien eu une baisse du niveau des nitrates. Mais vous voyez une baisse qui a été relativement importante au départ, enfin significative, et ensuite quand même plutôt une stabilité. Le captage de Trévinec, comme nous le disait Jean-René, donc avant 95, avant que ça se mette en place, en fait, on était plutôt ici au niveau de 27. Et depuis qu'on avait commencé les mesures, enfin sur ce graphique-là en tout cas, vous voyez, on est passé très rapidement en dessous de 20 et on est aujourd'hui plutôt entre 13 et 14, 13 et 15, enfin 12 et 15, on va dire, milligrammes par litre et par an en moyenne. Du coup, l'eau qu'on distribue, en bleu, vous avez l'eau qui est effectivement distribuée à la population. Bon, vous voyez qu'on a une eau distribuée à la population de Saint-Yvi qui est autour de 15, quoi, avec des variations. Alors ça, c'est la même chose, mais sur une période un peu plus récente. Comme je vous le disais, on retrouve la stabilité des taux sur Stanglingeneck. On retrouve la stabilité des teneurs sur Trévinec, donc des situations relativement stables. Là, ça ne bouge plus trop, donc c'est ça qui nous a préoccupé un petit peu, c'est-à-dire qu'on était toujours autour de 40 mg par litre. Bon, on aimerait bien que ça redescende de manière un peu plus significative. Et là, c'est l'eau distribuée. Alors, on a une année à 25, et là, on a une autre année, donc l'année dernière, à pratiquement 25. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que l'année dernière, pour la première fois sur la commune, en octobre de 2011, les pompes les pompes se sont mises en sécurité, c'est-à-dire que les nappes ont été tellement basses en octobre 2011 qu'il n'y avait plus suffisamment d'eau dans le captage de Trévinec. Et on était bien content d'avoir le captage de Stanglingeneck, qui donc est venu en substitution totale pendant quelques semaines, pas très très longtemps, mais quelques semaines. Et puis comme on avait commencé à mixer un petit peu davantage, comme l'année a été totalement sèche, on avait commencé à mixer un petit peu les 2 gisements, heureusement. Et ce qui fait que la teneur moyenne de l'eau distribuée a été aux alentours de pratiquement 25 mg par litre. Donc il y a la question de la qualité, il y a la question de la quantité qui peut se poser en permanence. Je crois qu'on était tous, autant les anciens élus que les plus récents, à peu près persuadés qu'on avait 2 captages de très bonne production. En 2003, on n'avait eu aucun souci lors de la sécheresse, donc on se disait, quantitativement, on est super sécure. Et on s'est rendu compte en fin d'année dernière que ce n'était pas le cas. Donc du coup, ça nous a renforcé dans un certain nombre d'actions qu'on avait démarrées d'amélioration du rendement des réseaux pour limiter les pertes, mais peut-être aussi d'interconnexion avec d'autres réseaux. Jusqu'à présent, on se disait, on est en régie, on est autosuffisant, très bien, tant mieux. Là, on se dit, ça ne va pas psychoter, mais globalement, attention, là, on a eu peut-être une alerte. Donc on se dit que peut-être pour les
les temps qui viennent, il faudra peut-être qu'on s'interconnecte, au moins pour les raisons de sécurité. Donc la mise en place du suivi agronomique, j'en ai parlé. On a en même temps dans les deux périmètres, mais surtout de celui de Stanglingeneck, pour essayer d'identifier les causes possibles des teneurs en nitrate. On a fait pratiquer un petit peu en avance, fait faire les contrôles de service de l'assainissement non collectif, le SPANC, Service public d'assainissement non collectif, ce qu'avant on appelait assainissement individuel, c'était un peu plus direct comme formulation, mais bon, maintenant c'est l'assainissement non collectif. Donc on s'est rendu compte qu'en fait il y avait 5 cas non acceptables sur le périmètre de Stanglingeneck. Et donc le maire a commencé à envoyer des courriers déjà depuis l'année dernière sur ces 5 cas-là en disant il y avait quelques rejets directs d'eau blanche au fossé, pour ceux qui connaissent. Donc il faut évidemment remédier à ça de manière rapide, mais en même temps c'est pas ça qui pouvait expliquer cette stabilité, on va dire, plutôt des teneurs en nitrate, sachant qu'en plus le captage il est relativement profond. Donc voilà la situation. Du point de vue de la commune, là je vous parle du point de vue de la commune, globalement les moins par rapport à notre système communal, c'est un rendement du réseau qui est inférieur à la moyenne, d'où le fait que ça a sans doute un peu renforcé nos problèmes d'approvisionnement quantitatif de l'année dernière. Donc on est engagé déjà depuis 1 an et demi dans la détection des fuites souterraines et invisibles, en posant des compteurs de sectorisation pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, donc pour pouvoir détecter les secteurs sur lesquels il y a des fuites et améliorer le réseau. Et on a engagé un programme de renouvellement des canalisations d'1 million d'euros sur le mandat. Donc entre 2008 et 2014, on avait déjà programmé 1 million d'euros rien que sur l'adduction d'eau. Ce qui nous posait souci, ce qui nous pose toujours souci d'ailleurs, c'est l'arrêt de l'amélioration qualitative de Stanglingeneck. Ce n'est pas les installations non collectives qui peuvent expliquer la situation. Le suivi agronomique qu'on avait demandé, sur lequel on a maintenant 3 ans de retour, montre en fait qu'il y a un excédent de fertilisation de la part des différents exploitants qui exploitent sur le périmètre rapproché et éloigné, mais en même temps un excédent de fertilisation qui n'a pas bougé mais qui n'est pas énorme. Il existe, il n'est pas énorme, mais en même temps on s'aperçoit que bien qu'il y ait eu des conseils agronomiques pendant 3 ans, les exploitants n'ont pas changé significativement de pratique sur les parcelles du captage de Stanglingeneck. Donc on sait qu'il y a encore des possibilités d'optimisation et on doit faire une réunion avec les agriculteurs pour faire un point sur tout ça et s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour essayer de continuer à infléchir la teneur en nitrate de Stanglingeneck. On a aussi, au niveau du conseil municipal, des interrogations sur la pertinence du périmètre qui a été arrêté en 1996, donc sur Stanglingeneck. Je vous l'ai montré rapidement, mais c'est vrai que le périmètre rapproché n'est pas très, très important. On ne sait pas trop ce qui se passe sous terre, c'est toujours très compliqué. L'hydrogéologue, à l'époque, avait déterminé ce périmètre-là, mais on a des interrogations sur la pertinence du périmètre, puisque ça a baissé un peu, mais on voit quand même que ça stagne et on s'interroge un petit peu. Le plus, c'est une eau de qualité très satisfaisante grâce à Trévinec, donc je vais céder la parole à Jean-René tout de suite. Et un prix de l'eau qui a augmenté sur la commune. On a programmé une augmentation du prix de l'eau sur la durée du mandat pour faire face au renouvellement de canalisation, comme je vous l'ai montré, et même chose du côté de l'assainissement. On a un prix qui reste moins cher que la moyenne départementale, qui a augmenté, mais ce qui est très important du point de vue des collectivités en régie, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'un prix bas, il faut penser au renouvellement du patrimoine souterrain, et que, bien évidemment, on peut rester à un prix bas, mais il y a un moment, ça se paye. Donc il ne faut pas rechercher évidemment le prix le plus bas, il faut rechercher un prix qui soit durable dans le temps, si on ne veut pas aller au-devant d'un certain nombre de gros embêtements et de coûts bien plus importants. Donc par rapport à la régie, même si ce n'est pas l'objet de la discussion ici, même quand on est en régie communale, on a 2 agents qui sont spécialisés, il faut être très très professionnel, et aussi professionnel que si on était en délégation de service public, bien évidemment, en tout cas si on veut pouvoir rester en régie durablement. Je passe la parole à Jean-René en vous disant simplement une chose, c'est que je crois que le principal atout du captage de Trévinec, c'est d'abord d'être exploité très majoritairement en herbe, fauché. Jean-René va expliquer son système, mais que d'abord c'est ça, le point principal qui fait que les teneurs ont baissé très vite et que ça reste durablement bas. Il se trouve qu'en plus, en l'occurrence, c'est en bio, mais j'ai envie d'insister sur le plan technique pour dire que l'herbe fauchée,
vous en avez peut-être parlé avant, je ne sais pas, mais quand on est vraiment à vouloir réduire un certain nombre de pressions azotées, je ne pense pas qu'on ait trouvé beaucoup mieux que ça. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que ça s'intègre dans le système des exploitations qui sont sur le secteur ou pas. Merci. Oui, bonjour à tous. Et à mon tour, je vais essayer d'intervenir sur la présentation de ce dossier. Un dossier qui m'est cher, étant donné que lorsqu'on a démarré ces travaux en 1995, j'étais élu municipal. J'étais aussi à l'époque parent d'élèves, puisqu'il s'avère que de l'eau à 50 mg nous obligeait à donner de l'eau en bouteille aux enfants dans les écoles, ce qui n'était pas non plus d'une grande facilité, et puis c'était aussi un coût non négligeable. Et à partir de là, il est vrai qu'en tant que, d'une part, en tant que Saint-Yvien, mais aussi en tant qu'agriculteur et en tant que citoyen, me semblait important de mettre en œuvre quelque chose de cohérent au niveau de la commune. Il s'avère qu'à l'époque, les difficultés que nous avions dans le premier captage laissaient apparaître quand même de grosses lacunes et qu'il nous fallait trouver des solutions rapides, cohérentes et aussi efficaces. À ce niveau-là, j'ai pu me permettre de m'engager dans cette voie-là, au niveau de l'herbe. C'était une pratique que je maîtrisais suffisamment au niveau de l'exploitation, puisqu'étant en bio depuis 1989 et maîtrisant déjà parfaitement le système herbe depuis bien longtemps, ce n'était pour moi qu'une évidence que de m'engager dans cette voie-là qui me paraissait tout à fait cohérente. Alors, ça veut dire que sur un tel captage, ce n'était pas non plus évident. Démarrer sur des terres qui n'étaient pas toujours en bon état. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens qui reprennent des terres pour aller en bio. On prend ce qui reste. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quand même une autre opportunité qui était de faire quelque chose de cohérent pour la commune. Et lorsqu'on a démarré, c'est vrai qu'on avait de l'eau à 27 mg de nitrate. Bon, ce n'était pas élevé. Mais il s'avère que 3 ans après, on est quand même tombé à 9 mg de nitrate, sachant qu'il y a une partie qui a été faite en boisement. Bon, c'est remonté autour de 10 et un petit peu plus par la suite, mais bon, lié à plusieurs paramètres qui peuvent être aussi aujourd'hui peut-être l'incidence du boisement et de la nitrification des plantes, des feuilles et du reste. Bon, peut-être ça, quelle en est l'importance, c'est difficile de l'évaluer, on n'en a pas forcément les moyens, à moins que certains puissent le faire. Néanmoins, à travers le système que j'ai choisi, c'est avant tout donc de mettre de l'herbe, mais qui dit mettre de l'herbe, ce n'est pas forcément, ça veut dire pour moi être en cohérence avec un système fourrager qui corresponde aussi à ce que j'ai au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire l'alimentation des animaux. Je dispose actuellement d'un cheptel laitier et à ce titre-là, il me fallait avoir un fourrage qui corresponde aussi à leurs besoins. Je suis en séchage en grange depuis 1992, donc ça voulait dire aussi qu'il fallait trouver une cohérence dans le choix des plantes à mettre en œuvre. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que j'ai mis en place un système qui me permettait à la fois de mettre des cultures adaptées plus directement à la fauche qu'au pâturage. Parce que c'est vrai qu'il y a un autre problème aussi dans ce secteur-là. Il y a une proximité immédiate, et vous avez pu le voir sur l'une des premières photos. Il y a quand même plus de 200 maisons qui sont contiguës aux terres que j'exploite, avec, je ne sais pas si on peut les voir, c'est pas sûr, non. Ce qui pose aussi d'autres problèmes liés à la rurbanisation, c'est-à-dire avec toutes ces populations qui sont proches, avec la divagation des chiens, les dégâts sur les clôtures et tout ça. Bon, c'est pas toujours les gens qui respectent malheureusement le travail des autres. Et bon, même cette année, j'en ai eu encore l'exemple avec dans une des parcelles où j'avais mis du pois, où il y a eu du scout cross qui a été fait dans une culture de petits pois. Vous voyez un petit peu le dégât que ça fait, quoi. C'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui quand on est une commune périurbaine. Néanmoins, bon, ça ne m'empêche pas de travailler et d'essayer de bien faire ce que je fais. Il s'avère que pour ce qui est de l'herbe, donc lorsque j'ai fait ces choix-là, j'essaie aussi de mettre en place des plantes qui explorent le sol d'une manière cohérente. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un système de raigrats anglais trèfle blanc qui pour moi ne correspond pas du tout à mes attentes, mais ce sont à la fois des plantes qui explorent le sol sur des différents horizons. J'ai majoritairement dans cette aire-là de la luzerne, j'ai aussi du dactyle, j'ai aussi de la fléole, de la fétuque et de multiples plantes qui... toutes mises ensemble me permettent d'avoir un fourrage de qualité pour mes animaux. C'est quand même l'objectif initial et qui me semble tout à fait cohérent et
que je dois continuer à mettre en œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'à certains moments, les pâtures, quand elles ont une dizaine d'années, voire moins, parfois, il faut les retourner. Et ce qui fait que cette année, j'ai eu l'occasion de mettre une culture de pois à légumes que je fais également en bio pour une entreprise. Mais globalement, ça reste surtout en herbe fauchée, parce qu'autour de l'exploitation initiale, je n'ai pas tellement de terre, parce qu'il y a beaucoup de routes, beaucoup de circulation. Aujourd'hui, en 10 ans, ça devient infernal de mettre les vaches laitières sur les routes. Et du même coup, j'ai dû m'adapter aussi à ce niveau-là pour exploiter l'herbe d'une manière cohérente. Ceci m'a amené effectivement à faire des choix. C'est vrai que l'herbe, on est quand même dans une zone qui est proche de la mer. Donc on a un microclimat qui est quand même favorable, une pousse de l'herbe relativement conséquente à certaines périodes de l'année, puisqu'on peut démarrer déjà les fauches en herbe au mois de février, ce qui n'est pas le cas en Centre-Bretagne ou dans d'autres secteurs. Et du même coup, cela m'a amené aussi à m'orienter vers des investissements en matière de récolte qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les élevages, heureusement d'ailleurs. Et du même coup, j'ai dû m'orienter vers des remorques faucheuses distributrices pour exploiter ces terres qui sont quand même à 4 km de l'exploitation et qui imposent aussi des règles assez strictes en matière d'exploitation, c'est-à-dire la période de récolte et tout le reste, c'est-à-dire pour avoir constamment un fourrage de bonne qualité. Là aussi, on voit un petit peu, pour les difficultés que ça peut présenter, l'éloignement des terres, dans la mesure où il est difficile aujourd'hui de trouver des terres dans une zone où, globalement, on a une forte pression à la fois foncière du fait de l'urbanisme dans le secteur, et aussi du fait d'un certain nombre d'agriculteurs qui ont tendance aussi à, disons, d'une manière assez crue, à vouloir s'accaparer un maximum de terres pour satisfaire à leurs besoins d'épandage de déjection animale, comme c'est souvent le cas dans cette région de Bretagne. Et comme je ne suis pas forcément à courir après des terres, je prends ce que j'ai, puis on essaie de faire avec ce qu'il y a pour bien le faire. Donc je disais tout à l'heure que j'exploite ces parcelles d'herbe en herbe, donc soit en fauche, mais en fauche soit en verre, pour l'exploitation directe avec une remorque, soit en foin, le fait d'avoir du séchage en grange me permet quand même de le faire sur une longue période de l'année, voire même encore jusqu'au mois de novembre, comme j'ai pu le faire le mois dernier, même avec des conditions climatiques qui n'étaient pas des plus favorables, et puis éventuellement avec d'autres formes qui sont mises un peu plus au goût du jour, qui étaient aussi de l'enrubané. Tout ce qui est conforme au cahier des charges correspondant à l'agriculture biologique. Et du même coup, l'intérêt aussi d'avoir constamment un fourrage de qualité pour les animaux. Néanmoins, au-delà de ces captages et de l'intérêt que ça représente, il y a toute cette finalité par rapport à la qualité de l'eau. Et en tant que consommateur, on l'est aussi en tant qu'éleveur, puisque pour une part, j'ai de l'eau au niveau de l'exploitation qui dépend du réseau communal. Le reste est sur un forage. Mais là aussi, on se sent quand même globalement responsable de cette qualité de l'eau, et d'autant plus que je suis le seul agriculteur sur ce périmètre-là. Ce qui est à même d'être fait, les résultats qui sont obtenus, je me sens directement responsable. Et je dirais indirectement, je me sens pleinement citoyen de ce fait-là. Il n'en demeure pas moins qu'en s'engageant dans cette voie-là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de nombreuses lacunes quand même qui existent, et s'il y a des personnes du service d'État, je crois que c'est l'occasion aussi de les formuler. Je trouve un petit peu parfois agaçant de voir que pour les gens qui se sont engagés dans cette voie-là, il n'y a pas quelque chose qui soit un petit peu plus spécifique. Je ne vois pas pourquoi on a des multitudes de MAE, et pourquoi qu'il n'y ait pas non plus une MAE qui soit spécifique au périmètre de captage. Je trouve cela quelque chose qui serait tout à fait cohérent, parce que quelqu'un qui n'est pas en bio ne peut pas prétendre à certaines aides dans ce cadre-là. Et je vois facilement beaucoup d'agriculteurs qui me demandent comment le faire, d'une part, et qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut s'engager. Certains ne peuvent pas s'engager en SFEI, parce que la part d'herbe n'est pas suffisamment importante au niveau de leur exploitation. D'autres aussi ne sont pas forcément producteurs de bovins,
Et du même coup, comme disait récemment un journaliste, les producteurs de porc peuvent facilement dire nous, nos cochons, ils ne mangent pas d'herbe. Donc si on a des terres dans les périmètres de captage, ça veut dire quoi? D'où l'intérêt aussi d'entrevoir des possibilités d'échange de foncier avec des producteurs de bovins. Je crois que c'est les bovins ou d'animaux consommant de l'herbe. Ce qui serait quand même quelque chose de cohérent. En matière de mécanisation également, je dois dire que lorsque j'ai pris ma remorque zéro pâturage pour faucher cette herbe-là, eh bien, je n'ai pas eu le moindre centime d'aide. Pas le moindre centime, tout simplement parce que je n'étais pas en SFUI, j'avais fait une MAB, donc une aide pour le maintien à l'agriculture biologique. Et je n'étais pas non plus, il va de soi, en conversion à l'agriculture biologique. Car du même coup, je n'ai pas eu le moindre centime, un investissement quand même de 38 000 euros, quand je vois à côté ce que peuvent percevoir d'autres gars, même aujourd'hui, ceux qui sont dans des bassins versants, peuvent y prétendre, alors qu'à ce moment-là, j'ai quand même eu un refus de la part de la DTDM, parce que ce n'était pas cohérent, je n'étais pas dans le cadre administratif correspondant à ce genre de choses, ce qui est, à mon sens, quand même un petit peu anormal. J'étais intervenu au niveau du préfet en disant quand même qu'il n'y a pas tant que ça de captages qui sont dans cette situation-là. Il faut peut-être parfois réfléchir aux positions que l'on prend. Et bon, rien n'y a fait, on en est resté au même stade. Et l'autre point, il est aussi un petit peu aussi gênant, c'est tout ce qui relève des fertilisations. Pour ce qui est de Saint-Yvi, par exemple, on ne peut pas avoir de tas d'éjection de fumier dans les zones de périmètre. Effectivement, ça me paraît aussi tout à fait logique. Néanmoins, lorsque, au niveau de l'exploitation, l'étable est pleine, eh bien, le fumier, il faut bien le mettre quelque part. Bon, on va le mettre dans les champs qui sont proches de l'exploitation, parce que bon, à mon niveau, lorsque je me suis engagé dans la mise aux normes de mon exploitation, j'ai fait le choix de faire du fumier accumulé au niveau de l'étable, et je n'ai pas forcément fait de fumière à l'époque, parce que ce n'était pas forcément utile. Donc je stockais et on avait la possibilité d'amener sur les parcelles proches de l'exploitation. Mais il s'avère que quand il faut reprendre du fumier et quand les conditions climatiques ne permettent pas toujours de le faire, pour les réexpédier plus loin, pour les épandre à d'autres moments, il y a quand même aussi parfois des incohérences. Mais alors ça devient parfois je ne vais pas dire quelque chose de stupide, mais un petit peu, quoi. Et c'est pour ça peut-être qu'il faudrait aussi accorder des aides pour éventuellement faire des fumures ou des plateformes dans des zones, dans les exploitations, pour les gens qui se trouvent dans des situations telles que les nôtres. Tout comme j'ai dû être hors la loi aussi il y a 2 ans, parce que je me retrouvais dans l'impossibilité aussi même un tas d'ensilage, c'est strictement interdit, mais il s'avérait que j'avais une grosse pluie qui arrivait, le foin n'était pas arrivé, je ne pouvais pas forcément rentrer mon fourrage sur l'exploitation. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait un tas d'ensilage, d'herbes mi-fanées sur une des parcelles du périmètre de captage, la parcelle dans laquelle j'avais du foin, pour pouvoir récolter un fourrage de bonne qualité. Bon, je me suis mis hors la loi, mais bon, on ne m'a rien dit. Bon, effectivement, mais je crois que là aussi, il y a quand même le bon sens paysan qui, à certains moments, doit aller au-delà de certaines mesures, disons, administratives qui ne sont pas forcément de tout bon sens, quoi, hein. Même si ce tas d'ensilage, il a fallu que j'en balance plus de la moitié, parce qu'il y a quelques animaux à 2 pattes qui se sont permis d'aller faire des gros trous dans les bâches. Et ça, c'est le problème aussi de la proximité. Ça devient parfois un terrain de jeu, quoi. Ne nous dis pas tout, Jean-René, parce qu'on risque d'enlever la certification bientôt. D'accord, oui, d'accord. Non, mais je crois que parfois, il faut signaler aussi les lacunes de ces périmètres de captage, oui. Et où on se trouve, quoi. Bon, j'en aurais peut-être terminé. Et puis, s'il y a des questions, je crois que c'est plus simple. Merci beaucoup.